Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un site géologique emblématique, Étretat. Et je vais être en présence de Fabrice qui va vous présenter ce site. Bonjour Fabrice. Salut Yves, salut Géologique. Tu nous fais la présentation? Allez, c'est parti. En guise d'apéritif, quand on veut découvrir un lieu, c'est d'aller observer les bâtiments anciens qui sont souvent révélateurs des matériaux disponibles dans le secteur. On a deux types de matériaux. Vous avez des briques, des terres cuites, alors qui sont soit de teinte rouge, soit de teinte blanche. En fait, ces terres cuites, on nécessite de l'argile. Et il se trouve que dans le secteur d'Étretat, et notamment sur les plateaux, on a les fameuses argiles à silex. Et avec l'argile, c'est avec ça qu'on va fabriquer toutes ces briques. Deuxième particularité, eh bien, c'est cette roche relativement sombre qui a des aspects un peu caverneux, une cassure conchoïdale, souvent mouchetée blanc, moucheté crème. Eh bien, c'est du silex. Il y en a certains qui sont rigolos, comme celui-ci là que tu as pris et qui a dû, je pense, t'émouvoir. On dit qu'il est zoné. Étretat est une ville qui se trouve dans la région Normandie, dans le département de Seine-Maritime, numéro 76, sur le littoral, entre Fécamp et Le Havre, à proximité d'un cap qui s'appelle le cap d'Antifère, le long des côtes qu'on appelle les côtes d'Albâtre. Et l'Albâtre, eh bien, c'est une roche, et son nom vient de Alba, qui veut dire blanc. On est là dans ce qu'on appelle le pays de Caux, et le pays de Caux, c'est un terme qui provient d'une ancienne tribu celte, les Calettes, qui vivaient auparavant dans ce secteur. Donc sur le plan géologique, vous voyez, c'est précisé ici, on serait sur les terrains du bassin parisien et sur un plateau de craie qui date du Crétacé. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure. Les trois mots-clés à retenir sur le plan topographique dans le secteur de Étretat, c'est les falaises, en bleu ici, le plateau qui est plat et haut en rouge ici, et enfin des vallées ou des valleuses. Alors les valleuses, ce sont des vallées suspendues. La hauteur des falaises, alors dépend de plusieurs choses, de la nature des roches, de leur résistance, mais également s'il y a eu des phénomènes, on va dire, tectoniques récents. Et en l'occurrence, tout le pays de Caux là, a été récemment soulevé. Les falaises que l'on voit actuellement ne sont pas encore avec leur profil d'équilibre. C'est pour ça qu'on a des falaises relativement abruptes. Cette vue panoramique des falaises d'Étretat, on retrouve la mer, on retrouve la plage, on retrouve les falaises et le centre-ville. Et ces falaises, elles ont une particularité, elles ont une morphologie, mais vous avez des aiguilles, des portes. Alors les portes, c'est comme des arches, un peu ici. Et ces aiguilles, d'où proviennent-elles? Là, je l'ai représenté par un petit schéma. Et en fait, les aiguilles sont le fruit du recul des falaises et de l'érosion des falaises. Donc ici, ça commence comment? Il va y avoir une réfraction de la houle qui va creuser derrière ce cap. Donc comme c'est le cas actuellement à la Maine-Porte. Voilà, donc j'ai représenté ici. Ensuite, ça casse et on peut passer à travers. Donc c'est ça qu'on appelle une porte. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça va casser dans la partie centrale ici et ça va isoler une masse qu'on appelle une aiguille. Et si on continue l'érosion, à la fin, l'aiguille finit par disparaître, mais il nous reste un petit bout là, comme ça, comme si quelqu'un avait laissé sa paire de chaussures. Et en effet, quand on regarde la Maine-Porte, on s'aperçoit à basse mer qu'on a des restes d'anciennes aiguilles ici, là et là, voilà, qui correspondent en fait au recul de ces falaises. Par contre, ici, il y a une petite particularité qui est rigolote. Là, tu as au fond de la vallée, là, tu as un petit cours d'eau en fait. Et cette eau, évidemment, elle arrive en mer, mais elle passe sous les galets, là, ici. Ah oui. Et c'est un truc qui est rigolo parce que sur le côté, là, tu as des panneaux qui montrent que auparavant, les dames qui lavaient le linge, les lavandières, eh bien, elles faisaient des trous dans les galets, elles atteignaient l'eau douce et en fait, elles nettoyaient leur linge ici, au milieu des galets. Là, j'ai localisé Étretat et on s'aperçoit qu'en effet, nous sommes dans les terrains du bassin de Paris et plus précisément dans sa partie nord-ouest. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'Étretat, donc entre Fécamp et Le Havre, est ici.
Eh bien, c'est dans le pays de Caux, dont je parlais tout à l'heure, et dans des roches qui sont notées par la lettre C comme le Crétacé et 2 comme le Crétacé supérieur. Alors ce Crétacé supérieur, ce C2, est découpé en plusieurs étages géologiques, le Cénomanien, le Turonien, le Coniacien, le Santonien, le Campanien et le Maastrichtien. En termes de millions d'années, pour le Crétacé supérieur, on est entre 100 millions d'années et 66 millions d'années. À partir de l'article de Le Tortue et al., vous avez ici une coupe géologique qui est proposée et Étretat est ici. Et on s'aperçoit qu'on est bien dans des roches sédimentaires qui sont stratifiées. Alors elles sont pas si à l'horizontale que cela, parce qu'ici vous avez un accident qu'on appelle la faille de Fécamp. Et on voit que là, ça forme un synclinal et ici un anticlinal. Concernant cette tectonique-là, elle est suivie, hein, parce qu'on est probablement sur de la néotectonique, alors qui est sans doute en lien avec la formation des Alpes et des Pyrénées. C'est une des particularités de la carte géologique d'Étretat, au 50 millième. C'est la feuille de Montivilliers-Étretat. Donc là, vous avez la carte géole, et là, ici, vous avez un dessin qui est un peu rigolo, qui est pas facile à lire. En fait, c'est la coupe géologique, mais comme si vous étiez en mer et que vous regardiez vers la terre. C'est quoi ce que l'on voit en blanc entre, Étretat et puis les Ouais, falaises? en fait, c'est la mer. C'est la Manche, tout simplement. Il y a rien normalement, hein, c'est là, tout devrait être blanc. Mais graphiquement, au lieu de faire une coupe géole classique et de la mettre en bas, ils l'ont mise en mer, mais ils l'ont inversée. Je vais te montrer. Voilà. Tu es en mer et quand tu regardes des falaises, voilà ce que tu as. Voilà. Donc la ville d'Étretat, elle est dans un creux ici. Ah ouais, ah c'est Et tout ce étonnant. oui, oui, c'est la seule carte où ils ont fait ça. Le WF ici, ça désigne des fossiles. Et puis là, regarde, on retrouve notre aiguille. Là. Ah oui! Derrière, il y a une porte, tu vois, ici. D'accord, Voilà. Et très là, bien, il y a très une bien. autre porte. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on a 1, 2 et 3 couches de représentées. Alors les formations superficielles, il y en a 3 sortes dans le secteur de Étretat. Vous avez des RS qui sont ici. Ce sont des roches résiduelles avec des silex qui proviennent de l'altération de la roche, du Crétacé supérieur. LP, ce sont les limons des plateaux qui sont sur ce RS. Et enfin LV, les limons des vallées qui sont dans le fond des vallées. Les formations qui sont sous ces formations superficielles, eh bien, c'est le Crétacé supérieur et il est indiqué ici comme étant du C5-4, Sénonien-Turonien. Alors le Sénonien, c'est tous les étages qui sont après le Turonien. Si on regarde la carte harmonisée du secteur d'Étretat, on retrouve nos formations superficielles et une précision sur l'âge des roches du Crétacé, on serait du Coniacien au Santonien, ce qui correspond à peu près à une histoire géologique de moins de 6 millions d'années. De quoi sont constituées ces falaises? Bien, si on les regarde, au niveau de la couleur, elle est relativement blanche. Elle est stratifiée, on les voit très nettement, ces strates. Elles sont soulignées par des niveaux noirs ici, qui sont en fait des niveaux de silex, roches sédimentaires également, siliceuses, c'est-à-dire qui contiennent de la silice et qui se sont formées principalement au cours de la diagénèse, à l'intérieur de ces anciennes boues carbonatées. Ces silex peuvent être isolés dans la masse comme ça ou former des bancs plus ou moins continus, comme on peut l'observer sur cette photographie. Lorsque j'étais allé avec toi et tes étudiants sur le terrain à Étretat, ta Oui, collègue avait parlé d'une cyclicité qui pouvait correspondre au cycle de Milankovitch. c'est vrai que quand on voit des cycles, quels qu'ils soient, on a toujours envie de les rattacher à ce qu'on connaît. Donc, ce qu'on connaît le mieux au niveau des cycles, là, bien sûr, c'est les cycles saisonniers, hein, que tout le monde connaît. Mais il y a également donc ces cycles astronomiques, les cycles de Milankovitch. Les cycles de Milankovitch ont joué un rôle très important dans l'histoire du Quaternaire, mais on peut aussi envisager qu'ils ont joué un rôle important également au cours du Crétacé. On a l'impression que les strates sont toutes horizontales, mais quand vous regarderez de près, quand vous irez là-bas, vous verrez qu'en fait, c'est pas si horizontal que cela, car ici, je l'ai souligné avec ce trait vert, on aperçoit qu'il y a des strates qui forment des grandes ondulations que j'ai représentées ici en vert en dessous.
Alors, ces ondulations, elles ont été étudiées par les sédimentologues qui ont essayé de percer leurs secrets et leurs mystères. Et en fait, il s'agirait ici de phénomènes sédimentaires et de figures sédimentaires avec des mégarides. Et on aurait même des sortes de figures sédimentaires un peu particulières sur ces mégarides sédimentaires, avec des glissements de terrain, comme ici, avec des niveaux bréchiques à l'intérieur. Donc tout ça, c'est visible le long des falaises. C'est une roche qui fait effervescence à l'acide chlorhydrique, c'est une roche carbonatée, c'est un calcaire en fait, et c'est un calcaire qui est légèrement crayeux donc du terme craie. Et la craie, en fait, qui a donné son nom à Crétacé, est une roche sédimentaire à grains très fins, très fins, qui possède notamment des nanofossiles. Alors les nanofossiles, c'est plus petit que les microfossiles. On ne peut surtout les voir qu'au microscope électronique à balayage, comme cette illustration le montre. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des nanofossiles d'algues qu'on appelle des coccolithophoridés, on veut dire littéralement qui portent des pépins de pierre. Et ces coccolithophoridés sont composés de coccolithes qui sédimentent et finissent par former une boue carbonatée qui, après diagénèse, va donner cette fameuse craie. Diagénèse, littéralement, alors sur le plan étymologique, ça veut dire dia, c'est à travers, et genèse, formation à travers. Les processus diagénétiques, c'est tous les processus qui concernent le passage d'un sédiment, donc meuble, à une roche sédimentaire consolidée. C'est hyper important la diagénèse parce que ça permet de comprendre que le message que l'on a sous les yeux, c'est plus du sédiment, hein, c'est des roches sédimentaires. Si on veut revenir en arrière pour essayer de comprendre comment ont eu lieu les processus sédimentaires, faut essayer d'enlever tous les processus de diagénèse. Alors à l'intérieur, on peut également avoir de la chance de trouver des oursins, ce qu'on appelle les oursins de la craie. Ici, vous avez une contre-empreinte, un radiole d'oursin. Beaucoup de bioturbations, de niveau bioturbé, qui montrent qu'il devait y avoir de la vie à l'intérieur de cette boue carbonatée. Avec un peu de chance également des brachiopodes, comme ici, là, il y en a un avec la flèche rouge, et des inocérams qui sont des lamédibranches. Quelle est l'épaisseur de craie au niveau d'Étretat? Yves, pour connaître l'épaisseur de sédiments qu'il y a avant d'atteindre le socle, voilà. Ici, tu as une courbe et regarde la valeur, on la voit ici. C'est 1000 mètres. Ah ouais. Voilà. Donc, alors c'est pas exactement à Étretat, hein, mais à côté, il y a 1000 mètres d'épaisseur de sédiments, donc 1 kilomètre avant d'arriver sur le socle. Comment était la Terre au Crétacé supérieur? Eh bien, si on regarde ces documents issus des cartes de Scott et al. On va passer de 90 millions d'années à 65 millions d'années avec des petites particularités. Il n'y a pas de glace sur les pôles. Il y a des mers épicontinentales qui se trouvent sur les masses continentales. L'Inde, vous voyez, qui remonte progressivement vers le nord, mais la chaîne himalayenne n'existe pas encore. L'Australie quitte l'Antarctique. Et bien sûr, on a l'expansion de l'océan Atlantique qui va impliquer donc l'éclatement de la Pangée. Le Crétacé supérieur a une particularité. Sur le plan climatique, on est dans une période d'optimum climatique, ce qui va induire également une période où le niveau marin n'a jamais été aussi important. Quelles sont les origines de cette élévation du niveau, de la mer au Crétacé? Une raison climatique, mais également à une période d'expansion océanique importante avec la formation de dorsales océaniques récentes qui sont relativement peu denses. Une croûte océanique qui est peu dense est moins profonde qu'une croûte océanique ancienne. Et donc là, on est dans le cadre d'une formation d'une croûte océanique relativement récente. C'est au fur et à mesure de sa formation qu'elle va s'approfondir et que le niveau marin, en fait, va diminuer. Donc en fait, c'est un problème de contenant et pas de contenu. Le Ouais, contenu est toujours le même, le volume d'eau est toujours le ouais, même, c'est mais ça. le contenant est moins important parce qu'il y a effectivement un relief sous-marin important et donc l'eau va déborder. Oui. Les organismes qui vivaient au Crétacé supérieur, classiquement, voilà, on a tout un tas de bestioles. Alors, ce ne sont pas des dinosaures, puisque ça vivait dans l'eau, là, ce sont des reptiles marins. Là, vous connaissez des ammonites, des bélémnites, des pecténidés, donc des bivalves.
La ville d'Étretat est caractérisée par un tourisme assez important. Avec les falaises de la dite ville, eh bien, vous avez tout un sentier pédestre qui longe ces falaises. Les falaises d'Étretat sont ce qu'on appelle des falaises vives, et elles sont tellement vives, ces falaises, que régulièrement, il y a des petits soucis. Là, par exemple, vous voyez cette zone blanche ici correspond à une zone où les falaises se sont effondrées. Là, c'est en 2018, ce qui rajoute le caractère un peu dangereux de ce secteur. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de panneaux qui indiquent aux randonneurs de ne pas s'approcher trop près du bordure des falaises et de ne pas aller trop près de la base des falaises. Si vous allez à Étretat, il y a sa maison là-bas. Alors ça fait aussi partie du tourisme, puisque depuis qu'il y a eu une série qui a repris les fabuleuses histoires et aventures d'Arsène Lupin, eh bien, il y a eu encore un regain d'intérêt autour de cette ville. C'est un haut lieu de la peinture avec des tableaux de Monet. Je vous incite à aller découvrir ces falaises, essayer d'aller les voir en dehors des périodes estivales. Évidemment, il vaut mieux y aller un jour où il fait beau, hein, parce que quand il y a du grand vent, ça sert à rien d'aller en haut des falaises, c'est encore plus dangereux. C'est un lieu magique, magnifique, à découvrir seul, en famille, etc., avec des amis, pour rêver de ce temps de Crétacé. Merci Fabrice pour ce bel exposé sur le géosite d'Étretat. C'était vraiment super. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Salut les géologiques. Là, je l'ai bien dit, hein, t'as vu?